Après avoir vu les rôles de Scrum, on aborde généralement les événements de Scrum et on termine par les artefacts de Scrum. Donc les événements de Scrum, ils sont prescrits et utilisés par Scrum pour créer de la régularité et minimiser le besoin en réunion non définie par Scrum. L'objectif de ces événements, c'est là encore de poser un cadre, puisque Scrum est un framework, c'est un cadre de travail. Donc l'objectif de ces événements, c'est d'éliminer un certain nombre de réunions. Il faut savoir que dans certaines organisations, il y a des gens qui passent la majeure partie de leur temps en réunion. Et ce que nous invite à faire Scrum, c'est à réduire au maximum ces réunions pour n'avoir que des réunions qui ont pour objectif de communiquer, d'échanger des informations, de se mettre d'accord sur la marche à suivre. Et on va voir que ces événements, ils ont tous un sens et une utilité essentielle. On ne peut pas faire du Scrum en disant on va supprimer la rétrospective. C'est vraiment pas un événement facultatif. Pour chacun de ces événements, on va voir qu'il y a deux choses. Un, c'est pas une et une seule réunion. On peut organiser plusieurs réunions avec des participants différents lors de l'événement Sprint Planning ou Sprint Review. On a la possibilité à l'intérieur de ces événements d'organiser ou de structurer les choses un petit peu comme on veut. Et ça, c'est en fonction de chaque équipe. Il y a quand même quelques bonnes pratiques, on va les aborder. Tous les événements de Scrum sont délimités dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont des timebox, une boîte de temps, c'est-à-dire une durée maximale. Donc chaque événement, on va voir qu'il y a un timebox, une durée maximale à ne pas dépasser, et ce, quelle que soit la durée des sprints, ou la taille des équipes, ou la complexité du produit sur lequel on est en train de travailler, ces boîtes de temps, elles sont fixées, et il y a vraiment un sens à ce timebox qui est imposé par Scrum. On va le voir en détail. Le principal événement de Scrum, c'est bien évidemment le sprint. Le sprint, c'est une itération du produit qui dure un mois au maximum et qui doit permettre de délivrer un incrément fini. À chaque sprint, on doit délivrer un incrément fini. Si on n'arrive pas à délivrer un incrément fini dans le sprint, eh bien on considère de facto que le sprint est un échec. Pour qualifier des sprints, il y a de nombreuses équipes, ça c'est une bonne pratique, ce n'est pas un élément du guide Scrum, qui ont établi une définition de la réussite de leur sprint. Pour qu'ils considèrent qu'un sprint est réussi, il y a un certain nombre de conditions. Il faut délivrer au moins un élément. Et puis après, on monte en ambition. Il faut délivrer au moins 50% de ce qu'on avait planifié. Il faut qu'il y ait un niveau de qualité minimum attendu. Et bien ça permet, cet objectif que l'équipe va se donner, ou ces contraintes plutôt que l'équipe va se donner, vont lui permettre de nourrir sa rétrospective de sprint. Donc ces éléments, ces contraintes, elles viennent en plus de l'objectif du sprint à atteindre. D'accord ? Le sprint goal d'un sprint, ça n'est jamais délivrer au moins un élément. Ça, c'est pas un sprint goal, ça. C'est quand même le minimum requis. Donc, c'est vraiment une contrainte qu'on va chercher à respecter. Le sprint, on va le planifier, ou le déroulement du sprint, on va le planifier lors du sprint planning. Le travail quotidien, on va le planifier lors du daily scrum meeting. Donc, on a quand même dans un sprint beaucoup de planification. On a le plan de release qui s'adresse au niveau du produit, on a chaque sprint qui est planifié dans le temps, et puis il y a de la planification du travail quotidien tous les jours. Donc ces activités de planification, elles sont multiples, variées, et elles remplacent très efficacement un diagramme de Gantt. À l'intérieur d'un sprint, il y a certaines équipes qui ont envie de faire des diagrammes de Gantt, elles sont libres de le faire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, en termes d'adaptabilité en tout cas, parce qu'on a tendance à vouloir coller au planning et à respecter le planning, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace en termes de productivité non plus, mais ça peut être une manière de démarrer Scrum. Ce n'est pas interdit en tout cas par le guide Scrum, on peut utiliser des diagrammes de Gantt, même si ce n'est pas la meilleure des solutions.
Donc le cœur de Scrum, c'est vraiment le sprint. Son time box d'un mois ou moins permet de délivrer un incrément de produit fini, fonctionnel et potentiellement publiable à chaque sprint. Les sprints ont une durée cohérente durant toute la phase de développement. Je ne fais pas un sprint d'une semaine, et puis après un sprint de 15 jours, puis 3 semaines, puis un mois, puis une semaine, puis 3 semaines, etc., etc. Si je pars sur des sprints de 3 semaines, je vais tout le temps faire des sprints de 3 semaines. Ça me permet d'avoir de la régularité dans la planification du travail de l'équipe de développement. Si l'équipe elle dit à chaque sprint de 3 semaines, ben voilà la quantité de logiciels qu'on s'engage à produire lors de ce sprint, elle va acquérir de plus en plus de compétences dans ce domaine. Elle va affiner sa capacité à prévoir ce qu'elle se sent capable de produire à chaque sprint. Et on va voir que si les premiers sprints sont difficiles, on n'arrive pas toujours à terminer le backlog de produits, on avait des éléments qui n'étaient peut-être pas suffisamment affinés, eh bien on a les rétrospectives de sprint qui vont permettre à l'équipe de s'adapter, de changer ses manières de faire, d'améliorer ses processus, ses modes de fonctionnement pour enchaîner de plus en plus succès sur succès. Et ça va amener l'équipe à se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux. Donc, quand un sprint se termine, tout de suite, on commence par un nouveau sprint. Il n'y a pas d'étape entre deux sprints. Toutes les réunions que l'on va voir, tous les événements de Scrum sont contenus dans le sprint. Le sprint planning, ce n'est pas avant le sprint, c'est le premier jour du sprint. La revue et la rétrospective, ce n'est pas après le sprint, c'est à l'intérieur du sprint. Donc quand on dit on fait un sprint de 2 semaines, c'est 10 jours ouvrés. Si on passe une journée à faire le sprint planning et une journée à faire la revue et la rétrospective, eh bien sur les 10 jours ouvrés, il ne reste plus que 8. Donc on va essayer de faire en sorte que ces événements aient une durée cohérente par rapport à la durée du sprint, même si ce n'est pas une obligation. L'obligation de Scrum, c'est de respecter le time box de ces événements. Dans une première phase, d'ailleurs, il vaut mieux ne pas se fixer d'objectifs trop ambitieux en termes de délai de ces événements, mais les raccourcir progressivement, essayer d'optimiser progressivement la capacité de l'équipe. Donc une fois qu'on a commencé un sprint, sa durée elle est fixe. Elle ne peut pas être écourtée ou prolongée. Si on n'a pas terminé, si par exemple une équipe dit ah bah mince, normalement demain on fait la revue mais on va la décaler d'une journée parce qu'on n'a pas fini tous les tests et l'intégration, mais on est sûr que on pourrait y arriver avec une journée de plus, on ne prolongera pas le sprint. L'équipe ne livre pas tout, ben tant pis. Et si l'équipe ne peut rien livrer du tout parce que son incrément n'est pas down, eh ben l'équipe livre rien du tout. On analysera ces événements lors de la revue, lors de la rétrospective, et on s'adaptera. C'est pas très grave. Si on est sur un sprint de 2 semaines, tout n'est pas perdu. Il y a encore beaucoup d'autres sprints qui viendront derrière. En revanche, tous les autres événements peuvent se terminer dès qu'on a atteint les objectifs. Alors, il ne s'agit pas de se précipiter non plus, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de temps qui a été accordé à ces événements sans pour autant se permettre le gaspillage dans les processus. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le sprint planning c'est 8 heures maximum qu'il faut aller au bout du time box. Si on est prêt à démarrer les développements à l'issue du sprint planning au bout de 4 heures, ben on est prêt à démarrer les développements. Et c'est pas utile de revenir sur une analyse ou une planification. Il faut se mettre tout de suite à l'action. Donc si on revient sur notre infographie, le sprint c'est le conteneur de tous les événements formalisés dans Scrum. Donc le sprint commence par le sprint planning. On va avoir des daily Scrum tous les jours, tout au long de la durée du sprint, jusqu'à ce qu'on arrive à la revue et à la rétrospective de sprint qui conclut le sprint. Et puis immédiatement après la rétrospective, on voit une petite flèche là, qui repart vers le sprint planning, et bien on recommence. Et lorsqu'on est à la revue de sprint, donc l'avant-dernier événement de Scrum, c'est à ce moment-là qu'on délivre l'incrément. Et puis c'est à ce moment-là aussi que
on a des nouveaux besoins, donc là c'est des new requirements, des nouvelles exigences ou des nouveaux besoins qui vont être formulés de la part des parties prenantes. Et bien ces nouveaux besoins, on va les réintégrer dans le backlog de produits. Ça, c'est vraiment le fonctionnement global de Scrum dans la théorie de Scrum. Donc, durant le sprint, on ne va permettre aucun changement dans le backlog de sprint qui pourrait remettre en cause l'objectif du sprint. Quand on est sorti du sprint planning, on a planifié l'activité pour tout le sprint, on s'est fixé tous ensemble en tant qu'équipe Scrum un objectif. On ne va pas revenir sur cet objectif. On cherche à l'atteindre à la fin du sprint. Et c'est pas en plein milieu du sprint qu'on se dit ah bah finalement non, l'objectif il est trop dur, on n'y arrivera. Bah non, on va essayer de l'atteindre. C'est pas la peine d'annuler le sprint parce que l'objectif est trop dur. C'est pas la peine de remettre en cause l'objectif ou de réduire son ambition. On ne va jamais réduire à la baisse un objectif. Alors ça vaut pour l'objectif du sprint, mais ça vaut aussi pour les objectifs de qualité. On ne va jamais les revoir à la baisse. C'est pas parce qu'on a du mal dans un sprint qu'on va réviser par exemple la definition of done en disant ben, on va la réduire pour ce sprint-là pour pouvoir terminer le sprint. Ça, c'est vraiment pas des bonnes pratiques et ce sont ici des extraits du guide Scrum. C'est donc des prescriptions formelles. Le backlog de produits, pendant le sprint, on va l'affiner. C'est-à-dire qu'on va avoir ces activités de backlog refinement que l'on va pouvoir conduire tout au long du sprint, ce qui va nous permettre de préparer les sprints suivants. Et enfin, on peut clarifier ou renégocier le périmètre du sprint en cours avec le product owner en fonction de ce qu'on apprend. Il peut y avoir par exemple un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent poser problème pendant le sprint. Eh bien, on va peut-être négocier le périmètre de ces fonctionnalités si on rencontre des difficultés, mais certainement pas la qualité. Donc, si on compare ce sprint à un projet et qu'on regarde cette déclaration du guide Scrum, on se rend compte que le délai il ne bouge pas. Il est inamovible, c'est la durée du sprint, on ne peut pas le raccourcir, on ne peut pas l'étendre. Donc on ne peut pas jouer sur le délai. On ne peut pas jouer sur la qualité. La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est sur le périmètre. Eh bien, potentiellement, à la fin du sprint, il est préférable dans Scrum de dire on va faire l'impasse sur une user story ou un élément du backlog plutôt que de livrer globalement tout ce qui était convenu, mais en réduisant la qualité. Donc, le paramètre sur lequel on joue dans le fameux triptyque de gestion de projet, c'est le périmètre. Et ça, c'est fixé à l'intérieur de Scrum, c'est-à-dire que à la fin de chaque sprint, ce qu'on cherche à faire, c'est à délivrer au moins un élément du backlog de produits parfaitement fini et à ne pas embarquer de dette technique. Bien, si au premier sprint, l'équipe elle est capable de livrer une seule user story, elle ne livre qu'une seule user story. À un instant T, c'est sa capacité. Si dans le backlog de produits, on a 50 user stories, eh bien, pour l'instant, on peut se dire que l'équipe, il lui faudra 50 sprints pour vider le backlog de produits. Mais normalement, l'équipe, elle va monter en capacité, en compétences, elle va aller de plus en plus vite, être de plus en plus efficace, et il est très probable que le sprint suivant, là, on livre 2, puis celui d'après 3, eh bien, on révisera la planification, et très vite, on va se rendre compte que l'équipe, elle commence à prendre un rythme régulier, et quand on a de la régularité, là, on peut commencer à faire une prospective, c'est-à-dire imaginer quand est-ce qu'on pourra délivrer un produit fini, quand est-ce qu'on aura notre MVP, c'est-à-dire vraiment un embryon de produit utilisable qui permet déjà de mesurer de la valeur, et puis comment est-ce qu'on peut adapter le plan de release. On est totalement dans l'adaptation, vraiment dans le changement. On n'est pas dans la planification et à chercher à respecter un plan, mais on est en train d'essayer de s'adapter à la situation réelle, au développement du produit. Donc,
Les sprints, qu'est-ce qu'ils contiennent concrètement? Une planification du sprint, des mêlées quotidiennes, des activités de développement, une revue de sprint et une rétrospective de sprint. Voilà ce qui compose un sprint. Donc on a le sprint planning, les daily scrum, donc ça c'est des événements de scrum qu'on va voir par la suite, des activités de développement, la revue de sprint et la rétrospective. Chaque sprint peut être considéré comme un projet qu'on va planifier et dont on va s'assurer à la fin une bonne réception de la fin du projet. Et puis derrière, on va enchaîner sur un autre projet. Donc on peut enchaîner comme ça plein de mini-projets. Et dans ce contexte, échouer un projet, c'est pas très grave si on en tire des enseignements qui permettent de réussir davantage les suivants. Ça, c'est vraiment un grand changement dans l'agilité. C'est cette capacité de l'équipe à pouvoir pivoter, à pouvoir s'adapter et à grandir avec son organisation. Donc le sprint, on l'a vu, il a une durée fixe d'1 mois au maximum. La complexité et les risques vont augmenter avec la durée du sprint. Donc, plus on est sur un produit complexe, et plus il sera intéressant d'avoir des sprints courts. Plus on a de la prise de risque stratégique sur le projet, et plus il sera intéressant d'avoir des sprints courts. Plus on raccourcit la durée des sprints, et plus on va augmenter le cycle d'apprentissage. Ça permet de limiter les risques liés au coût et à l'effort. On va avoir un meilleur pilotage. Donc je vous l'ai déjà dit, un sprint ne peut être annulé que si l'objectif du sprint est obsolète et qu'il n'y a que le product owner qui a le pouvoir d'annuler un sprint.